Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 7 avril 2021. Au sommaire de cette émission, nous sommes très heureux de recevoir Agnès Callamard. Cette experte des droits de l'homme mondialement connue vient de quitter son poste de rapporteur spécial des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Elle est désormais la nouvelle secrétaire générale de l'ONG Amnesty International. Amnesty qui sort aujourd'hui même son rapport annuel. Avec elle, nous parlerons des atteintes aux droits de l'homme dans le monde en ces temps de pandémie. Nous parlerons également de l'Arabie Saoudite, du Mali, mais aussi du rôle et des silences de la France sur la scène internationale. Bienvenue dans À l'air libre, l'émission quotidienne de Mediapart. Bonjour Agnès Callamard. Bonjour. Vous êtes une experte des droits de l'homme mondialement reconnue. Depuis quelques jours, la nouvelle secrétaire générale de l'ONG Amnesty International qui sort aujourd'hui son rapport annuel sur la situation des droits humains dans le monde en 2020-2021. Pour vous interroger avec moi aujourd'hui, Justine Brabant. Justine est chargée à Mediapart des questions africaines et des questions militaires. Agnès Callamard, quelques mots déjà sur ce rapport. Dans l'introduction, vous dites que notre époque marquée par la pandémie est exceptionnelle et que dans cette période, le leadership n'est venu ni du pouvoir, ni du privilège, ni du profit. Alors d'où est-il venu ? Il est venu franchement des petites gens. Il est venu des soignants. Il est venu des gens qui ont nettoyé nos rues. Il est venu des gens qui nous ont nourris en vendant dans les magasins. Il est venu des personnes qui ont travaillé dans ces grandes plateformes pour faire les paquets que nous avions commandés. Il est venu en général des migrants qui occupaient souvent des positions, ces positions-là. Il est venu des personnes les moins privilégiées, par exemple les Dalits, toutes les personnes des secteurs en Inde, par exemple. Donc je parle à l'échelle mondiale là. Donc cette conscientisation qu'il fallait faire plus, cette responsabilisation pour l'ensemble de l'humanité, finalement, elle est venue des gens qui avaient le moins. C'est ceux qui avaient le moins qui ont donné le plus durant cette période. Et le leadership est aussi venu de ceux qui se sont levés pour protester contre les répressions et contre les formes de racisme systémique et historique, que ce soit au Bélarus, aux États-Unis, à Hong Kong, en Irak. Là, on a vu du vrai leadership, une vraie forme de gouvernance à l'échelle internationale. Au niveau des gouvernements, au niveau du secteur privé, très peu. Oui, parce que vous dites aussi que la pandémie, alors je vous cite, a mis à nu les conséquences dévastatrices de l'abus de pouvoir. Alors, il y a malheureusement beaucoup d'exemples, mais si vous deviez en citer quelques-uns les plus marquants, en fait, les plus marquants de ces abus de pouvoir, ce seraient lesquels ? Écoutez, l'instrumentalisation du Covid à des fins répressives, c'est quelque chose qu'on a retrouvé un peu partout dans le monde. Les cas peut-être les plus probants, c'était dans un État que l'on a tendance à considérer comme une économie émergente telle que l'Inde ou le Brésil, où le Covid a été utilisé en Inde en particulier pour s'attaquer à la minorité musulmane en arguant que c'était elle qui était responsable pour le Covid, en s'attaquant aux migrants qui n'avaient pas la possibilité de rester chez eux pendant le confinement. Nous avons vu ça en Hongrie, où le gouvernement a utilisé le Covid pour faire adopter une loi sur la désinformation dont l'objectif était vraiment d'empêcher toute critique. On a vu aussi des gouvernements qui ont espérer peut-être que l'attention des gens serait tellement focalisée sur le Covid qu'ils en oublieraient ce qui était fait. Donc là, c'est l'exemple de la Pologne qui a fait adopter en plein milieu du Covid une loi contre l'avortement. Franchement, c'était pas
du tout la priorité, mais on voit bien quel était l'objectif là. Et on a vu les mêmes phénomènes au Moyen-Orient, dans les pays du Golfe, où derrière cette façade du Covid, des mesures répressives ont été prises. La violence policière a augmenté partout dans le monde. Les exemples les plus probants ont été au Brésil, parce que nous avons là la preuve que au cours de l'année 2020, il y a eu plus de victimes que d'habitude. Nous en avons comptabilisé à Amnesty International 17 par jour, ce qui est quand même énorme. Aux Philippines, le président des Philippines a utilisé le Covid pour continuer sa politique d'attaque contre les plus pauvres. C'est pas une politique contre la drogue qu'il mène, c'est une politique de nettoyage social contre les plus pauvres. Et ça, il a continué en disant à la police, n'hésitez pas à tirer et à tuer tous ceux qui osent briser, violer le couvre-feu. Qui c'est qui viole le couvre-feu? C'est ceux qui n'ont pas de logis, peuvent pas rester chez eux. C'est ceux qui vivent dans des taudis. C'est ceux qui vivent, qui ont besoin de sortir pour nourrir leur famille. Voilà, donc tout ça, c'est ce que nous avons pu observer à Amnesty International en 2020. C'est ça que nous dénonçons, c'est cette forme de leadership répressif, cette instrumentalisation du Covid à des fins d'asseoir le pouvoir de ces gouvernements. Alors, vous parliez des violences policières et en particulier sur la France, vous tirez aussi un bilan inquiétant, hein, loi sécurité globale, gestion politique des exilés, et puis donc les violences policières. Alors, est-ce que la France de 2021 peut-elle être encore considérée comme une démocratie qui est fidèle à ses valeurs ? Écoutez, tout dépend de la façon dont vous définissez valeurs et démocratie. La France demeure un État de droit, en règle générale, mais le carton rouge a été bien mis en avant parce qu'il faut quand même tirer le signal d'alarme. C'est-à-dire qu'il y a eu au cours des dernières années des lois qui ont été adoptées, qui sont liberticides dans leurs esprits et dans leur mise en œuvre. Il y a des pratiques qui ont été mises en œuvre au niveau de la police en particulier, que nous avons dénoncé à Amnesty International, l'usage de ces armes supposément non létales. Elles sont peut-être non létales, mais elles créent d'énormes blessures, elles créent des handicaps. Au niveau de la communauté internationale, l'usage de ces armes, y compris d'ailleurs l'usage du gaz lacrymogène, a été dénoncé. L'Organisation des Nations Unies pour les droits de l'homme a pris position contre l'utilisation de ces armes. Et elle demeure pourtant de grand usage en France. Donc tout ça, ce sont des développements qui sont extrêmement inquiétants. Le fait qu'en 1789, nous ayons adopté ce grand texte, ce texte formidable, ça ne nous immunise pas contre tout ce qui peut avoir de répressif. Et l'histoire de la France est bien là pour le prouver. Il y a eu 1789 et puis après ça, il y a quand même eu les années très noires. Et le plus grave quand même, c'est ce qui s'est passé au niveau de la Deuxième Guerre mondiale et la complicité du gouvernement français de l'époque, la complicité de la gendarmerie de l'époque dans ce qui était un holocauste. Donc on est immunisé contre rien du tout, que ce soit en France, en Grande-Bretagne ou aux États-Unis. Les événements du 6 janvier l'ont bien démontré. Aucune institution à l'heure actuelle n'est suffisamment robuste pour résister à certaines pressions. C'est la même chose en France. Alors Agnès Callamard, je l'ai dit, vous venez de quitter votre poste de rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires. Ouais. Et votre mandat a été marqué notamment par l'affaire Khashoggi. Alors Khashoggi, du nom de cet homme, Jamal Khashoggi, un journaliste saoudien, éditorialiste au Washington Post, assassiné en 2018 dans des conditions atroces alors qu'il se rendait au consulat d'Arabie Saoudite à Istanbul, en Turquie, pour faire renouveler des papiers. Cet assassinat a suscité l'indignation dans le monde entier. Écoutez ce qu'en disait le président français Emmanuel Macron le 12 octobre 2018 sur France 24. C'était sa première réaction plusieurs jours après les faits. Les faits que vous évoquez sont des faits graves, très graves. Et donc aujourd'hui,
j'attends que les vérités et la clarté complète soient établies, mais la France, instamment, souhaite que tout soit mis en œuvre pour que nous ayons toute la vérité sur cette affaire. La vérité sur cette affaire, vous l'avez faite, Agnès Callamard. Pour l'ONU, vous avez enquêté pendant 6 mois sur cet assassinat et vos conclusions remises en juin 2019 sont très claires. 15 agents de l'État saoudien, disiez-vous, ont agi sous leur statut officiel et ont utilisé des moyens d'État pour exécuter M. Khashoggi. Son assassinat a été programmé de façon élaborée, il a été supervisé, planifié et mené par des officiels de haut rang, il a été prémédité. Et vous parlez de preuves crédibles de l'implication de dirigeants saoudiens, y compris celle du prince héritier Mohammed Ben Salman. Agnès Callamard, vous avez parlé donc de crimes d'État. 3 ans plus tard, il reste largement impuni. Largement, peut-être pas, mais il demeure impuni. Je fais cette qualification parce que je crois qu'en 2020-2021, il faut reconnaître que notre recherche de la justice doit prendre plusieurs dimensions. De s'imaginer que Mohammed Ben Salman va se retrouver devant des juges saoudiens, franchement, c'est pas pragmatique, c'est pas réaliste, c'est un peu... Non, ça ne sert à rien. Donc, au lieu de perdre tout espoir et de dire « il n'y a rien à faire », il faut que l'on imagine d'autres formes de justice. On continue, bien sûr, d'attendre qu'il fasse vraiment face à ces juges. Mais il y a d'autres choses que l'on peut faire. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de reconnaître que la communauté internationale n'a pas été à la hauteur. Les États-Unis, au mois de janvier, ont finalement rendu public, grâce, je dois le dire, à l'élection de Joe Biden, les conclusions des services de renseignement américains qui étaient très claires. Mohammed Ben Salman est responsable, il a ordonné le meurtre de Jamal Khashoggi. Mais ils se sont arrêtés là. Ils ont dit, ben voilà, on a fait notre travail, on a rendu public nos conclusions. Excusez-moi, s'il est responsable, il faut le sanctionner. Pas de sanctions au niveau des États-Unis, pas de sanctions au niveau de l'Union européenne. Donc là, on lance un message d'impunité qui est très grave. Donc la première chose à faire, c'est de demander à ce que, tout en cherchant à ce qu'il y a à un moment donné un jugement, pour l'instant, il faudrait des sanctions individuelles contre Mohammed Ben Salman. Ça, c'est très important. Mais permettez-moi de revenir au fait que quand même, au cours des 3 dernières années, on ne peut pas conclure que rien n'a été fait. Entre les médias internationaux, les organisations de défense des droits humains et de la presse, et mon travail à moi, il est très clair que l'image de Mohammed Ben Salman est absolument l'opposé de ce qu'il avait au départ. On ne pense plus à lui comme étant le prince modernisateur. On pense à lui comme étant le prince meurtrier. Il ne peut pas se déplacer sans que le nom de Jamal Khashoggi lui soit franchement balancé à la figure. Il y a de nombreux pays où il ne pourra pas mettre les pieds parce qu'il y a des poursuites judiciaires contre lui. Donc ça, c'est aussi ce que nous pouvons faire. Acteurs de la société civile, journalistes, tout en cherchant la justice, on peut être cette force qui va empêcher les choses de tourner en rond comme le voudraient les privilégiés, les nantis, les gouvernements. C'est ça notre force, c'est ce qu'il faut faire. Et je crois qu'on l'a démontré avec notre campagne depuis 3 ans. Alors récemment, dans le quotidien britannique The Guardian, vous avez raconté une anecdote glaçante. C'était en janvier 2020, vous étiez à Genève et vous avez rencontré un officiel saoudien. Que vous a-t-il dit ce jour-là ? C'est pas tout à fait ça. Moi, je n'étais pas présente. C'était, ce qui est peut-être même un petit peu plus grave, il s'agissait d'une réunion diplomatique à haut niveau entre des représentants des Nations Unies et une délégation saoudienne. Donc il s'agissait d'une réunion officielle et au cours de cette réunion, à deux fois, un des représentants saoudiens a expliqué aux représentants onusiens que franchement, ils en avaient vraiment marre de cette rapporteuse spéciale, que les Nations Unies auraient dû me maîtriser et qu'ils avaient les moyens de m'empêcher de parler. Voilà, en gros. Donc, moi, je n'étais pas présente. Bien sûr, les Nations Unies m'ont contactée peu de temps après.
pour me mettre sur mes gardes quand même, pour me dire qu'eux aussi, ils allaient prendre des précautions. Donc, ils ont fait ce qu'ils devaient faire. J'ai décidé à l'époque, c'était au début 2020, de ne pas le rendre public parce que j'avais beaucoup de dossiers sur lesquels j'ai travaillé et je ne voulais pas que ces dossiers disparaissent et que toute l'attention se porte sur moi. Ça n'a jamais été mon intention. Un an plus tard, au moment où je quitte mes fonctions de rapporteur spécial, j'ai trouvé que maintenant, c'était le moment d'en parler. Et ça m'a permis aussi de mettre en avant le fait que, à l'époque où nous vivons, un espace tel que celui des Nations Unies, de réunions diplomatiques, peut devenir un espace de menace. Ça, c'est tout de même très grave, parce que les travailleurs des Nations Unies, les officiels, les diplomates, devraient être à même de pouvoir travailler sans peur et sans demander des faveurs particulières. Ça, c'est la valeur, justement, des Nations Unies et de ce travail. Donc, d'imaginer que même cet espace-là est, entre guillemets, militarisé, ça, c'est très grave, parce que ça veut dire que les Nations Unies ne peuvent pas fonctionner correctement. Moi, je suis persuadée de ne pas être la seule qui était menacée de cette façon, pas seulement par des Saoudiens, il y en a d'autres. Donc je voulais quand même tirer la sonnette d'alarme et demander à la communauté internationale de prendre des actions vigoureuses, parce qu'il faut protéger cet espace. Justine ? On comprend entre les lignes que vous avez bénéficié d'une sorte de protection suite à ces menaces. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui, ou est-ce que le fait d'en avoir parlé justement et d'avoir pris la parole il y a peu là-dessus, ça l'a fait disparaître d'une manière ou d'une autre? Parce que si on essayait de s'en prendre à vous, maintenant que vous l'avez médiatisé, on saurait bien de qui ça vient. Oui. D'un certain côté, oui. Mais bon, on prend toujours quand même quelques précautions. Mais voilà. Alors après cet assassinat, donc l'assassinat de Khashoggi, le Parlement européen a voté une résolution pour interdire les ventes d'armes à l'Arabie saoudite. Démagogie pure, a rétorqué Emmanuel Macron quand on lui a demandé pourquoi la France vendait encore des armes à Riyad. Des commandes qui se sont poursuivies, comme Mediapart l'a documenté, notamment dans cet article où notre confrère René Bachmann parle du silence honteux de la France. Honteux, c'est un mot que vous utiliseriez pour qualifier l'attitude de la France et du président Macron dans cette affaire ? Oui, mais malheureusement, il n'est pas le seul. Les États-Unis aussi sont dans cette situation. Ils continuent de vendre des armes offensives, entre guillemets, donc ça n'a pas beaucoup d'effet pour l'instant, en tout cas sur la protection des droits humains en Arabie Saoudite. Mais bon, la France, ça ne fait aucun doute, est l'un des pays qui a le plus privilégié son intérêt économique et géostratégique et qui n'a pas du tout pris en compte le fait qu'ils avaient affaire quand même à un chef d'État criminel et tueur. Ils en avaient déjà fait, Monsieur Macron le premier, en avait déjà fait l'expérience quand il s'était précipité en Arabie Saoudite pour protéger le président libanais qui avait été kidnappé, il faut bien le dire, par les autorités saoudiennes. On a eu énormément d'exemples qui démontrent que ce nouveau prince saoudien qui va prendre le pouvoir n'est pas quelqu'un à qui on peut vraiment faire confiance dans la gestion des crises et dans la gestion de son tempérament, je dirais. C'est quelqu'un qui n'a pas du tout l'habitude de rendre des comptes. Et le fait que la France s'associe à ce prince de cette façon-là, en toute impunité, pour moi, ça ne protège pas les intérêts de la France, loin de là. Vous l'avez évoqué, Joe Biden a décidé de ne plus parler à ce prince. Par contre, Emmanuel Macron continue à parler avec lui. Est-ce que ça vous choque ? Écoutez, pour moi, j'en suis pas là. Je ne veux pas juger le fait de parler parce que c'est important d'avoir des lignes de communication. Tout le monde ne doit pas jouer le même rôle au niveau de la communauté internationale. Donc, que l'on parle à Mohammed Ben Salman, ça peut être utile
pour faire du plaidoyer, ça peut être utile. Il faut conserver des lignes de communication, mais il faudrait les conserver pour les bonnes raisons. Il ne faut pas les conserver simplement pour faire avancer nos intérêts économiques. Il faut les conserver pour mettre de la pression, pour demander quelque chose en échange, pour s'assurer que, par exemple, Raif Badawi est libéré, pour s'assurer que ce jeune homme qui vient d'être condamné à 20 ans de prison, qu'il soit libéré immédiatement. Donc, les lignes de communication, ça peut servir. Ça dépend à quoi. Alors, des armes continuent à être livrées à Riyad dans sa guerre au Yémen. Ouais. Votre organisation, Amnesty International, s'en émouvait il y a un an. En 2019, disait Amnesty, la France a continué de violer ses engagements internationaux. Au total, écrivait Amnesty, sur la base des chiffres du ministère de la Défense, plus d'1,5 milliard d'euros d'équipements militaires vendus à l'Arabie Saoudite et au Yémen. Oui. Des armes comme ces gros canons César qui, comme le révélait en 2019 notre partenaire Disclose, ont servi à bombarder des zones rurales du Yémen. Réaction embarrassée à l'époque de la ministre de la Défense, Florence Parly. Nous n'avons pas de preuves, d'éléments de preuves selon lesquels des victimes au Yémen sont le résultat de l'utilisation d'armes françaises. Donc, si j'ai bien compris, attendez, Florence Parly, alors que les choses soient très claires, vous me dites ce matin, aucune arme française ne tue des civils au Yémen. C'est ce que vous me dites. Je ne dis pas ça. La France, pourtant qualifiée en 2019 dans un rapport de l'ONU d'État tiers dans cette guerre aux côtés d'autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Iran. On y lit les traités d'armement dont la France et le Royaume-Uni sont membres interdisent l'autorisation de transfert d'armes lorsqu'il est sûr qu'elles peuvent être utilisées pour commettre des crimes de guerre. On peut questionner la légalité de ces transferts. Alors le langage est très diplomatique. Agnès Calamard, la France se rend-elle complice de crimes de guerre ? Très possiblement, en effet. La responsabilité de la France est directement engagée dans la mesure où elle continue de vendre des armes, qu'elle le fait sans demander les garanties nécessaires et sans chercher les preuves que ces garanties soient mises en œuvre, c'est-à-dire que les armes ne vont pas être utilisées à des fins illégales. La responsabilité de la France est directement engagée dans ces crimes de guerre et dans les crimes contre l'humanité. Ça ne fait aucun doute. Alors, autre zone où vous avez enquêté récemment, et là on est dans une actualité très brûlante, le Mali. Une enquête de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, vient de conclure qu'une frappe aérienne conduite par l'armée française au Mali le 3 janvier a tué 19 civils réunis pour un mariage dans les environs du village de Bounti. Des civils et donc pas seulement des djihadistes, comme l'affirmait pourtant le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Cette information est fausse. Elle a été démentie et par Mme Parly et par les autorités militaires françaises, mais aussi par les autorités maliennes, de manière très stricte. Voilà ce que j'ai à dire sur ce sujet. Donc c'est ni les Français ni les Maliens. Ben si, on a frappé, mais on n'a pas frappé des civils. Ah, d'accord. Il y a eu une opération qui a été menée contre des groupes de djihadistes, et ensuite il y a eu une information qui a été répandue par certains réseaux pour dire qu'il s'agissait d'un mariage. C'était un mariage armé. Comme toujours, l'armée française nie toute bavure au Mali, écrit sur Mediapart le journaliste Rémi Carayol. Et donc cette version officielle qui veut que la France ait frappé un rassemblement djihadiste et non un mariage, elle a été maintenue et par Florence Parly et par Jean-Yves Le Drian, malgré le rapport de l'ONU. Alors est-ce que sur ce dossier, les autorités françaises ont pu mentir ? Écoutez, à en croire l'enquête menée par les Nations Unies, et je n'ai aucune raison de remettre cette enquête en cause, oui, la France ment. De toute évidence. Et puis le terme du ministre des Affaires étrangères est intéressant. Il s'agissait d'un mariage armé. Mais oui, il peut s'agir d'un mariage armé. C'est la culture. Le problème avec les attaques de drones que j'ai dénoncées dans un de mes rapports en tant que rapporteur spécial, c'est que souvent, il peut se faire sur la base d'éléments qui ne sont pas des éléments très fiables. Donc, un groupe d'hommes jeunes avec des armes, la tendance va être de penser qu'il s'agit d'un groupe djihadiste. Il faudrait des renseignements de l'intelligence, comme on dit, sur le terrain pour vraiment vérifier qu'il s'agit bien d'un groupe soi-disant de membres de groupes armés. Et que ce soit cette frappe-là ou d'autres, c'est très fréquent de faire des erreurs sur la base d'une analyse peu finalement fiable, sur la base du genre,
des personnes et sur la base du fait qu'ils portent des armes. Ce n'est absolument pas suffisant, que ce soit en Irak, au Yémen ou au Mali. Et là, je voudrais en profiter aussi pour rebondir sur le fait que la France, jusqu'à présent, n'a apporté ni d'éléments de preuve de ce qu'elle prétend avoir fait. Le déni, ça ne suffit pas. Le secret défense prédomine, alors qu'il s'agit quand même potentiellement d'un crime de guerre. Pour moi, c'est inacceptable. Et le secret défense, vous l'évoquez justement à propos d'une autre affaire sur laquelle vous avez travaillé. Ça concerne toujours le Mali. Et c'est juste avant de quitter votre poste de rapporteur spécial que vous avez publié une lettre qui a été révélée et par Mediapart et par Le Guardian, où vous accusez Paris d'avoir freiné l'enquête sur l'assassinat au Mali en 2013 des reporters de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Dans cette lettre, vous parlez de zones d'ombre troublantes dans l'enquête qui sont, je vous cite, largement le résultat direct de l'absence de coopération de la part des autorités militaires françaises et des autorités maliennes. Vous vous étonnez dans ce courrier de l'absence de mandat d'arrêt international alors que l'identité des suspects est connue depuis plusieurs années, et vous jugez que la mise en œuvre du secret défense par les autorités françaises a entravé l'enquête judiciaire. Est-ce que vous avez été étonné par l'attitude de la France dans ce dossier ? Étonné ? J'aurais bien aimé être étonnée. Non, pas vraiment étonné. On connaît tous le goût du secret de la part des militaires français. C'est ce que en anglais, on appelle ça la position default, the default position. La position de base, c'est de ne rien dire, c'est le secret. Il y a une place au niveau du droit international pour l'utilisation du secret défense. Ça ne fait aucun doute, il a un rôle à jouer, mais c'est quand même quelque chose qui doit être encadré. Et l'utilisation du secret défense dans des situations où l'on recherche la vérité et la justice pour des crimes commis contre des citoyens français, non, ce n'est pas là qu'on devrait mettre en place le secret défense. Donc, dans le cas du meurtre de Ghislaine et de Claude, il est largement instrumentalisé et mal utilisé, et c'est une vraie entrave à la recherche de la justice. Vous n'avez pas été étonné par ce recours au secret défense. Est-ce que vous avez été étonné par la réponse qu'ont fait les autorités françaises à votre courrier ? Votre courrier faisait 31 pages, la réponse française faisait 4 paragraphes qui disaient, en gros, quand même, circuler, il n'y a rien à voir. Écoutez, c'est pas une question d'histoire personnelle. Moi, je suis rapporteure spéciale, je fais mon travail. Mais ces 4 paragraphes, c'est une claque de plus à la figure de la maman de Ghislaine, une dame âgée qui combat depuis des années pour la justice. C'est une claque de plus à la figure de la sœur de Claude et de sa famille, à la tête... Bon, c'est ça, c'est insultant. C'est pas moi qui suis insultée, hein. C'est tous ceux qui recherchent la vérité, c'est ceux qui pleurent tous les soirs, etc. Voilà ce que la France a fait avec ces 4 paragraphes. Il y avait un dernier dossier brûlant qui touche le continent africain que je voulais évoquer avec vous, c'est la situation en Éthiopie et plus précisément au Tigré, dans le nord de l'Éthiopie, où les forces fédérales éthiopiennes et leurs alliés qui y interviennent depuis novembre sont accusés de graves violations des droits humains. Alors selon un groupe de chercheurs, près de 2000 personnes auraient été tuées dans plus de 150 massacres. C'est un groupe de chercheurs basé notamment à l'université de Gand qui essaie de faire un mapping. Est-ce que les enquêtes sur l'Éthiopie feront partie des priorités d'Amnesty durant votre mandat ? Ah, mais tout à fait. Amnesty International, au cours des derniers 15 jours, a sorti plusieurs rapports sur la situation au Tigré, a d'ailleurs travaillé avec CNN pour mettre en évidence des crimes sexuels, des exécutions extrajudiciaires qui pourraient constituer des crimes de guerre si ce n'est plus. Donc, c'est une grande priorité pour Amnesty. Le problème, c'est que ce n'est pas une priorité pour le reste du monde. Il s'agit là bien tristement d'une crise incroyable, d'une crise humanitaire au niveau des droits humains qui est presque à un certain paroxysme et qui reçoit l'indifférence de la communauté internationale. Il s'agit d'une crise oubliée. Comment vous l'expliquez, cette indifférence ? Est-ce que c'est parce que le président éthiopien Abiy Ahmed a quand même certaines amitiés avec certains dirigeants dits occidentaux ? Je ne l'explique pas vraiment. Peut-être on a beaucoup de crises à l'heure actuelle. C'est une crise
qui revient fréquemment peut-être sur la scène internationale, la guerre dans cette région entre l'Érythrée, l'Éthiopie et les groupes en Éthiopie a déjà eu lieu. C'est assez éloigné. Jusqu'à présent, il n'y avait pas vraiment eu d'information. C'est avec l'information que vous avez mise en avant, le travail d'Amnesty, que l'on commence à comprendre l'étendue de la crise. Mais bon, ce qu'il faut faire, c'est vraiment insister qu'on la médiatise le plus possible et que la communauté internationale prenne position par rapport à cette crise, parce qu'elle ne va pas s'arrêter s'il n'y a pas médiation, s'il n'y a pas intervention, s'il n'y a pas pression. Alors, dans le rapport, vous écrivez que la pandémie a mis en évidence la médiocrité, les mensonges et la fourberie de dirigeants politiques de la planète. Et vous citez notamment les vaccins. Alors, comment expliquez-vous cette incapacité de faire en sorte que ces vaccins soient un bien commun mondial ? Le profit. C'est la seule explication qu'on puisse avoir. Et franchement... C'est ce qu'avait dit Boris Johnson, et puis après, il a dit que c'était une plaisanterie, the greed. Pour une fois, il avait dit quelque chose de juste. Écoutez, 2020 a été la démonstration que des politiques qui sont uniquement menées sur la base du profit nous amènent à une catastrophe. L'inégalité, les discriminations... sont la cause profonde de notre incapacité à répondre de façon forte à ce Covid. Le manque d'investissement dans le secteur de la santé, le fait que nos lignes de production soient tellement globalisées qu'on n'ait plus accès à des choses extrêmement importantes et stratégiques pour la santé, les médicaments, les masques, etc. C'est un problème, un phénomène global, pas seulement français. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait en 2021 quand on commence à se sortir un petit peu de ce drame? La première chose qu'on fait, c'est qu'on achète toutes les doses de vaccins, bien sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'on dit au reste du monde, on les a ces doses, mais on ne va pas vous permettre de les produire parce qu'il s'agit d'une question de licence, de trademark, de patent, etc. Donc, on a décidé finalement que le profit va être beaucoup plus important que la responsabilisation et d'une vision globale. On continue les politiques qui nous ont amenés sur nos genoux en 2020, on les remet en œuvre de nouveau en 2021. Donc moi, ce que je veux dire, c'est qu'il nous en revient à nous, Européens, Américains, Britanniques, parce que c'est là la source du problème, de dire... La production de vaccins doit être une production globale, doit être une production qui permette que tous les besoins de la planète soient, que tous ces besoins-là soient accordés l'attention dont ils ont besoin. Il faut absolument que le droit intellectuel ne soit pas la force, ne soit pas la logique qui dirige la production de vaccins. Il faut que ces vaccins soient produits à travers le monde par l'ensemble des pays qui en ont la capacité. Il faut que l'on partage cette connaissance. Il faut qu'on le fasse pour l'ensemble du monde, mais il faut qu'on le fasse pour nous aussi. Je veux dire, même en Europe, il n'y a pas assez de vaccins. Et quand même, on garde cette connaissance-là. On ne veut pas du tout que... Non, c'est pour nous, c'est pour l'ensemble du monde. Donc il faut absolument que les populations françaises, européennes, etc., disent très clairement à nos gouvernements, vous ne pouvez pas faire ça en notre nom. Il faut globaliser la production de vaccins. Il faut partager la connaissance pour la création et la multiplication de ces vaccins. Ça va nous servir à nous et ça va nous servir au reste du monde. Alors, votre rapport montre également, et je dirais heureusement, une formidable vitalité démocratique. Alors, les mouvements Black Lives Matter, MeToo, la révolution en Biélorussie, les mobilisations en Pologne, en Irak, à Hong Kong et au Nigeria. Et vous écrivez, c'est sous leur impulsion
que nous avons continué d'avancer. Alors ces mobilisations, et en particulier le combat féministe, vous permettent-ils de tenir lorsque l'adversité vous semble tellement forte ? Moi, je suis bien sûr tout à fait motivée par ces mouvements-là. Je suis estomaquée par le courage de ces gens. Je suis estomaquée par le courage des jeunes, des enfants même en Birmanie à l'heure actuelle. Et bien sûr par le courage des femmes. Pendant le Covid, l'une des sections de la population qui a le plus souffert du Covid, ce sont quand même les femmes. Les femmes parce qu'elles sont souvent représentées au sein du secteur informel de notre économie. Les femmes parce qu'elles devaient rester à la maison à 1 mètre de la personne qui pouvait les tuer. Donc au niveau international, les femmes ont subi vraiment le choc de ce Covid. Mais les femmes, elles sont tout à fait capables d'aller dans la rue. On les a vues au Bélarus, on les voit avec le MeToo Movement. Bien sûr, pour moi, c'est une grande source d'inspiration en tant que féministe de longue date. C'est formidable de pouvoir faire partie de ce mouvement. Et oui, ça m'encourage, ça m'inspire, tout comme m'inspire et tout comme me donne du courage les défenseurs qui travaillent d'arrache-pied et les familles qui cherchent la vérité. Merci Agnès Callamard, donc ancienne rapporteuse de l'ONU, je disais rapporteur, mais rapporteuse de l'ONU, et vous êtes donc la nouvelle secrétaire générale d'Amnesty International, Amnesty donc qui sort aujourd'hui son rapport 2020-2021, je vous conseille sa lecture. Merci à toi Justine Brabant, donc journaliste au pôle international de Mediapart. Demain, exceptionnellement, pas d'alerte libre, mais on retrouvera Valentine Auberti et Mathieu Magnedex dès la semaine prochaine. À bientôt.